Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du CNESER, mes chers collègues. J'aimerais, moi, aller au fond des sujets, au-delà des querelles politiques stériles qui n'apportent absolument rien aux problématiques de l'université dont tout le monde se lasse. Alors, vous avez évoqué le projet de loi sur l'enseignement supérieur à but lucratif, notamment fruit du rapport parlementaire, de l'excellent rapport parlementaire qui est le fruit quand même de plusieurs centaines d'auditions d'Estelle Follest et de Béatrice Descamps. Alors deux questions. Ne craignez-vous pas que la suppression du HCERS soit interprétée comme un signal d'impunité laissant le champ libre aux acteurs les moins scrupuleux du secteur lucratif? Quelles sont les conséquences concrètes pour vos établissements et vos personnels en cas de suppression du HCERS? Plus largement, c'est ma seconde question, quels outils, qu'ils soient législatifs, financiers ou évaluatifs, vous semble-t-il aujourd'hui indispensable pour construire une régulation enfin efficace? Et au-delà des dérives dans le privé, il y a aussi, je pense, des marges d'optimisation dans nos universités. Monsieur Domergue en a parlé, vous en avez aussi parlé. Moi, j'aimerais vous parler de la loi ORE, la loi Orientation et Réussite des étudiants de 2018. Il y a peu de vision globale et transparente de l'affectation de ces fonds fléchés pour accompagner nos étudiants vers la réussite. Alors j'aimerais savoir si vous êtes emparé de ce sujet, si vous avez mis en place des indicateurs de performance sur ces financements ORE. Deuxième chose, l'enseignement supérieur inégal entre jeunes rurales et jeunes urbains. Est-ce que vous avez fait des préconisations qu'est-ce que vous pourriez nous dire enfin sur le blocage des universités? Il y a une recrudescence quand même des blocages des universités qui entravent les conditions d'apprentissage, ne vous en déplaise, Monsieur Boyard, des étudiants et le travail des personnels. Et ces actions souvent prolongées privent des milliers d'étudiants de l'accès à leurs cours portant une atteinte directe au droit fondamental à l'éducation. Le cadre législatif actuellement est insuffisant. Là encore, quelle est votre position et quelles seront vos recommandations? Je vous remercie. Merci. Sur les blocages, rapidement, l'université, c'est un lieu d'expression politique. Il se trouve que les étudiants et étudiantes, nous n'avons pas le droit de grève. Donc nous, ce qu'on préconise, c'est qu'il y ait des levées d'assiduité qui soient généralisées sur les dates de mobilisation nationale éventuellement, s'il s'agit qu'il n'y ait plus de blocage dans les universités. En tout cas, une réponse qui ne peut pas exister à ces blocages dans les universités, c'est l'énorme répression à laquelle on fait face, à laquelle on a fait face là sur les dates du 10 et du 18 septembre, mais la répression qui a déjà existé, ne serait-ce que l'année dernière sur les différentes mobilisations palestine, c'est une répression qui est à la fois économique, à la fois administrative, policière. Le point sur l'HCERS, j'en ai parlé au présent, c'est peut-être pas un hasard, parce qu'effectivement, nous sommes favorables au maintien d'un organe national qui prend du recul avec la disparition de l'HCERS pourrait, comme le CNU d'ailleurs, j'en profite pour le glisser ici, pourrait donner lieu à une auto-évaluation. Est-ce que vraiment c'est ça une auto-évaluation? Donc les universités elles-mêmes décideraient qu'elles font bien, qu'elles font pas bien, et jusqu'où ça pourrait, il pourrait y avoir peut-être une dérive. Voilà ce que je voulais déjà vous répondre. Si on arrive à alléger le processus, à adapter certaines choses, ceci permettra quand même de libérer une bande passante pour évaluer le privé. Il est évident que, comme le disait Madame Charlot tout à l'heure, il est évident que les formations du privé doivent être, au même titre que les formations du public, évaluées. Voilà, et ça doit rester une instance indépendante. Parce que de toute manière, le projet de loi, la loi donc sur la modernisation qui prévoit de supprimer le HCERS ne prévoit pas de supprimer l'évaluation. Voilà, donc c'est quand même un sujet. Donc l'HCERS, plutôt que de le détruire pour pouvoir recréer encore quelque chose et repartir de zéro, il faut plutôt partir de ce qu'on a et pour pouvoir améliorer les critères et avoir un réel outil d'évaluation qui ne soit pas uniquement porté sur certaines universités, puisque on l'a vu aussi sur les CNESER et sur nos besoins de concertation et sur nos demandes qui sont faites en CNESER. Quand on nous demande un avis sur un établissement privé, c'est l'établissement privé lui-même qui va nous donner ses avis, son fonctionnement. Et nous, on doit statuer sur un établissement qui donne lui-même son avis. Et donc cet organe d'évaluation, il doit peut-être aller au-delà que nos établissements et être réellement doté de réels moyens. En ce qui concerne la HCERS, qui a été l'objet d'attaques, de critiques, nous considérons que c'est une instance qui est nécessaire parce qu'il faut expertiser, mais il faut
modifier sa composition, son mode de fonctionnement. Et puis, je dirais aussi, aller un petit peu plus loin. Je prendrai un exemple. Vous avez plusieurs universités. Lorsque les conseils d'administration affectent les budgets, par exemple, au centre de recherche, eh bien, parmi les items, il y a le nombre de doctorants, il y a le nombre d'enseignants-chercheurs, il y a les publications. Mais il y a, dans un certain nombre d'établissements, il n'y a pas le rapport de la CRS ne sert à rien. Il a mobilisé une énergie pendant des mois, et puis finalement, après on se dit, mais finalement, à quoi a servi le gros dossier que nous avons rempli, qui nous a pris du temps au détriment des activités concrètes de recherche.